Bonjour à tous nos amis volants. Aujourd'hui, et suite à un stage club Initiation Cross effectué avec les arcs-en-ciel de Vorep, je vous propose de revenir sur la méthodologie météo présentée par Franck, un des moniteurs de l'école de parapente de Chambéry et qui était accompagné de Chloé Demailly, une monitrice dans la structure Level Up Flying. Pour le premier point de cette méthodologie, nous allons sur le site windy.com. Chaque site qui seront utilisés lors de cette méthodologie seront disponibles en description. Lorsque nous nous retrouvons sur Windy, nous pouvons premièrement choisir un endroit qui nous intéresse pour notre provision météo. Je vais choisir aujourd'hui Vorep en référence à notre club de parapente. Nous voici donc au niveau de Vorep, dans la région de l'Isère. Nous avons un menu défilant à droite sur lequel nous avons différentes catégories qui peuvent toutes nous intéresser. Pour le contexte général, c'est la catégorie de la pression qui va nous intéresser. Vous pouvez voir, si je dézoome sur la carte du monde, qu'il y a différentes couleurs qui apparaissent, allant du bleu au rouge. Nous choisissons le modèle ECMWF, qui est un modèle météo à maille large, c'est-à-dire que les modèles utilisent une sorte de quadrillage et ils font une prévision pour chaque carré dans ce quadrillage. Un modèle à maille large, c'est donc des quadrillages relativement grands qui nous permettent donc d'avoir ce contexte général dans une grande zone, contrairement à un modèle à maille fine comme Arom par exemple, qui va permettre d'observer les prévisions dans des petites zones. Vous voyez en bas qu'il y a une échelle de pression en hectopascal. Il faut savoir que la pression normale en France au niveau de la mer est de 1013 hectopascales, soit 1 atmosphère. En dessous de cette valeur, nous nous rapprochons du régime de dépression. Au-dessus de cette valeur, nous sommes plutôt dans un régime anticyclonique. Attention cependant, la valeur normale de 1013 hectopascales correspond donc au niveau de la mer. Ainsi, si vous faites votre prévision en altitude, celle-ci peut varier un petit peu. Mais alors, à quoi cela va nous servir de savoir si on se situe plutôt dans une dépression ou dans un anticyclone? C'est assez simple. Déjà, on sait que autour des anticyclones, la masse d'air a tendance à s'enrouler dans le sens horaire dans l'hémisphère nord et dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère sud. À l'inverse, pour une dépression, dans l'hémisphère sud, nous sommes dans le sens horaire, alors que dans l'hémisphère nord, nous sommes plutôt dans le sens anti-horaire. À partir de cela, il est assez simple pour nous de définir un régime de vent dans la zone où nous allons évoluer. Donc si nous zoomons sans avoir à être très précis, voilà, on se rend compte que sur la journée du samedi 7 août, c'est plutôt des régimes de dépression qui s'articulent autour de la France. Et donc du coup, vous voyez ici plutôt un régime de sud qui va s'annoncer. Au-delà de tout ça, le fait de savoir qu'il y a une dépression au-dessus de nous ou d'un anticyclone va témoigner aussi de la facilité ou de la difficulté pour nous de réaliser une prévision météorologique fiable. En effet, dans des conditions anticycloniques, la prévision est en général plutôt simple, alors que dans un régime de dépression, souvent associé à de la pluie, on se doute que la prévision météo va être un petit peu plus compliquée pour nous. Maintenant que nous avons le contexte général, nous allons étudier la frontologie du domaine où nous évoluons. Voici ici la France, nous sommes sur le site de Météo France Isofront, dont je mettrai également le lien en description. Cela va nous permettre, grâce à donc cette échelle de temps sur le haut et via un petit GIF animé par Météo France, de voir s'il y a des passages de front sur la zone où nous avons prévu d'évoluer. Actuellement, nous sommes donc en régime plutôt de dépression, donc il est en effet bien possible, encore plus possible en tout cas, qu'il y ait des fronts qui passent. Alors, quelles sont les significations? Les fronts bleus foncés avec les petits triangles sont des fronts froids. Les fronts violets avec des triangles et des ronds et des demi-cercles couplés sont des fronts occlus. Et les cercles avec les demi-cercles rouges sont des fronts chauds.
Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des fronts pendant cette vidéo. Il y a sûrement plein de vidéos sur la frontologie et plein de cours disponibles sur Internet pour vous décrire qu'est-ce qu'un front froid, qu'est-ce qu'un front chaud, qu'est-ce qu'un front occlus. En tout cas, si on doit retenir une chose, c'est qu'en parapente, on ne vole pas sous un front. Donc, s'il y a passage d'un front, il faut déjà s'assurer de l'heure à peu près auquel le front passe, puis connaître les signes annonciateurs des différents fronts et surtout s'abstenir de voler s'il y a le moindre doute ou s'il y a un front, tout simplement. Je peux également vous conseiller le site de Met Office, qui est un site anglais. Alors, il faut juste être capable de reconnaître un petit peu la géographie. La France est un petit peu penchée, car c'est plutôt ciblé sur l'Angleterre du coup. Mais pareil, nous pouvons évoluer parmi les jours pour voir comment se déplacent les fronts sur la carte. Pour poursuivre, nous allons préciser les valeurs de vent météo au niveau des différents endroits où nous souhaitons potentiellement voler. Pour ce faire, nous retournons sur le site windy.com. Dans le menu déroulant, nous sélectionnons la catégorie vent, puis nous allons cliquer sur l'endroit où nous souhaitons voler. Ici, donc, on retourne sur VOREP avec le site du Grand Rat qui est proche. Donc en cliquant sur VOREP, on accède à un premier graphique avec beaucoup d'informations météo, mais finalement assez peu de détails. C'est pourquoi ici, vu qu'on s'intéresse au vent, on va cliquer sur la catégorie Airgram. Puis on va choisir le modèle météo AROM qui est donc à maille plus fine, étant donné que désormais on ne s'intéresse pas au contexte général, mais bien au contexte local où nous souhaitons évoluer. Nous avons donc un graphique qui vient se placer sur notre écran et nous avons différentes légendes. Donc premièrement, nous avons l'heure qui évolue ici. Nous, on va s'intéresser plutôt à 14 heures le vendredi 6 septembre, car si on va plus loin que le vendredi 6 septembre, en fait, le modèle à Rome, c'est un modèle à maille fine très détaillé, mais qui par contre ne s'étend pas sur énormément de jours, en tout cas sur la visualisation qu'on a sur Windy. Ensuite, c'est le modèle ECMWF qui prend le relais. Donc, pour avoir une fiabilité maximale et utiliser ces mailles fines, on va rester sur la journée de vendredi. On avait vu que la journée de samedi, il y avait plutôt un flux de sud. C'était aussi le cas au niveau de la journée de vendredi. Euh, Ainsi, donc maintenant on connaît les heures, on sait à peu près où on va regarder, et maintenant il faut savoir où on se situe dans la masse d'air. Sur le côté, il y a des chiffres 1000, 950, 900 qui correspondent à la pression atmosphérique. En effet, on a parlé tout à l'heure de la pression atmosphérique qui était environ de 1013 hectopascales au niveau de la mer en situation normale, et cela à une température précise. Quand on monte en altitude, ici à Vorep, on commence à être un petit peu en altitude, en tout cas plus qu'au bord de la mer, et donc la pression a tendance à diminuer plus on augmente en altitude. Pour comprendre à peu près à quoi correspondent ces valeurs d'hectopascal, je vous mets une capture d'écran du site de Météo France qui explique qu'est-ce que la pression atmosphérique et avec une petite échelle de hauteur. Celle-ci, en fonction de la température, de l'endroit où on se situe et du régime anticyclone ou dépression peut varier, mais globalement ça nous donne un ordre de grandeur. Ensuite, une fois donc qu'on a bien compris qu'il y avait les heures et l'altitude, on peut voir qu'il y a différentes petites flèches qui sont dessinées. Pour vous expliquer un petit peu, je vous mets en capture d'écran le tutoriel de Windy par rapport à la légende de leur airgramme, qui est en nœud. Knots en anglais. Du coup, en fait, vous avez donc une flèche, donc il faut vraiment considérer ce bâton sur lequel est apposé des petits traits, donc soit de grande taille, soit de moitié. Ces traits, un trait égale 10 nœuds, un demi-trait égale 5 nœuds. Et ensuite, s'il y a des triangles, eh bien, un grand triangle, c'est 50 nœuds. Pour faire la conversion, il faut savoir que un nœud, c'est environ 1,85 km/h. Donc, il faudrait multiplier les 20 nœuds qui sont là, par exemple, par 1,85, ce qui nous donnerait environ 37 km/h. Bon, pour faire un petit peu plus simple et simplifier les calculs, vous pouvez
à peu près multiplié par 2. Voilà, donc 10 nœuds, normalement c'est 18,5 km/h environ, mais voilà, 20 km/h on s'en rapproche. De toute façon, vaut mieux grandir un petit peu la valeur et donc garder des marges plutôt que l'inverse. Ainsi, si on se place à 14 heures vendredi 6 septembre, on se rend compte que en basse couche, on a plutôt un vent. Alors là, ça va plutôt être sensible au niveau de la brise de vallée, ce qui fait que en basse couche, en fait, si on regarde là-haut, la brise, elle a tendance à aller vers Grenoble. C'est pour ça qu'on a l'impression que le vent est nord ici, mais en fait, en réalité, c'est la brise de vallée qui est signifiée ici. Et ensuite, quand on remonte en altitude, on voit bien qu'on retrouve ce flux de sud, voire sud-ouest par endroit, avec des valeurs. Voilà, donc ici, c'est deux grands traits, donc 20 nœuds, soit 40 km/h, qui commencent à être assez peu compatibles avec notre pratique. Alors, quand Franck nous a fait ce cours, on s'est dit, bon, il nous a toujours pas parlé de météo parapente, pourtant ça a l'air d'être un super outil, nous on fait nos prévisions comme ça. Bon, en effet, il nous parle pas de météo parapente, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas un outil suffisamment fiable, suffisamment détaillé pour faire totalement notre prévision à partir de cela. En fait, il y a beaucoup d'interprétation des modèles qui est fait sur ce site, alors que en faisant cette prévision en utilisant différents sites avec plusieurs modèles et de façon détaillée, on va être beaucoup plus fiable et on va pouvoir avoir le contexte global. Par contre, Météo Parapente, ça reste un très bon outil pour vérifier, pour confronter les données qu'on a trouvées lors de notre prévision qu'on a fait de notre côté. Ici, vendredi à 14 heures, on se rend compte qu'en effet, il y a bien ce flux de sud en altitude qui nous donne pas trop envie d'aller y voler, mais on a également le flux plutôt nord-nord-ouest ici, qui montre bien donc la brise de vallée qui se met en place, plus le fait que à 14 heures, les faces ouest vont quand même pas mal tirer et vont parfois rediriger un petit peu l'air sur ces faces. Je vous mets également en capture d'écran la capture de Google Maps avec un lien que je vous mets dans la description également qui a été fait par Franck également qui témoigne de l'organisation générale des brises de vallée dans les Alpes. Alors c'est à prendre avec des pincettes parce qu'une brise, elle ne se met pas toujours en place. Une brise est plus ou moins violente suivant la saison, suivant l'instabilité, et elle peut être contrée par un vent météo, être renforcée par un vent météo. Donc voilà, ça nous donne un contexte de régime de brise lorsque les conditions classiques sont rencontrées, mais les brises ne sont pas toujours présentes et ne sont pas toujours de la même intensité. Voilà. Donc ça peut être un bon outil de travail, mais voilà, qu'il faut continuer à confronter comme le reste de nos données au terrain, à nos observations, qu'elles soient en anticipation via des prévisions météorologiques ou sur le terrain avant de décoller. Mais alors, c'est bien beau de regarder le vent, maintenant on sait faire, mais où est-ce qu'on regarde le vent? Eh bien, Franck nous propose notamment de regarder le vent à l'atterrissage, au décollage et 1500-2000 mètres au-dessus du décollage. C'est vrai qu'on va rarement monter à 4000-5000 mètres. Alors après, ça dépend aussi de notre plan de vol. Mais globalement, voilà, on va essayer de se limiter à notre zone d'évolution, de voir entre l'endroit où on atterrit, l'endroit où on décolle et puis l'endroit jusqu'où on compte monter pour voir jusqu'où on peut s'autoriser de monter en fonction des valeurs de vent qui existent dans la zone. Alors désormais, on va s'intéresser à la nébulosité. La nébulosité, qu'est-ce que c'est? C'est défini par la météorologie comme l'ensemble des nuages qui constituent le ciel. Et du coup, ça va nous donner des indications sur la visibilité au déco, à l'atterrissage en l'air, mais également à l'évolution de la journée. Suivant le type de nuage que l'on va rencontrer, on va pouvoir s'attendre à des précipitations, à un ciel bâché avec peu de soleil, un peu d'ensoleillement. Voilà, donc ça va pouvoir nous donner une idée de l'évolution de la journée. Pour ce faire, on se retrouve à nouveau sur Windy, on va dans l'onglet Météogramme et ça va nous permettre du coup de voir. Par exemple, ce jeudi, on est plutôt sous la pluie, le dimanche de la pluie encore, et vendredi, samedi, on a globalement le soleil qui brille et quelques nuages qui commencent à s'annoncer le samedi.
On a un graphique en dessous, toujours avec cette histoire de pression, qui nous permet, grâce à des taches de couleur plus ou moins foncée, de nous signifier l'apparition de nuages. Ici, le vendredi, on se rend compte que globalement le soleil brille, il y a assez peu de nébulosité en basse couche. Par contre, il y a potentiellement un voile nuageux à très haute altitude qui pourrait venir un petit peu cacher l'éclat du soleil. En revanche, pas de signe de précipitation. Vous pouvez voir sur la météo du jeudi ou sur la météo du dimanche qu'on a les millimètres de précipitation qui sont indiqués. Ici, pas de pluie au programme pour le vendredi. Il est possible également de retrouver un météogramme sur le site MétéoBlue ou bien encore sur le site Vélivol où nous allons retrouver globalement le même genre d'informations. Il faut savoir cependant que MétéoBlue a été racheté par Windy récemment, à voir donc s'il y a toujours nécessité à comparer les différents sites, en tout cas entre ces deux sites. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Franck nous signifie que l'intérêt de cette nébulosité, au-delà du moment T où nous désirons voler, c'est également de voir l'évolution sur la journée, du matin au soir, par exemple 9 heures, midi, 17 heures. Dans un contexte orageux, c'est très important de voir ça car ça va nous permettre peut-être à 9 heures de se rendre compte qu'il fait très beau, que le soleil brille, puis qu'à midi les cumulus commencent à bourgeonner et à grossir et qu'à 17 heures il y a des signes de surdéveloppement qui pourraient nous notifier d'un risque orageux et donc d'un raccourcissement de notre vol. Parlons désormais de l'instabilité. L'instabilité, c'est une propriété de la masse d'air qui va favoriser ou empêcher les échanges thermiques verticaux. Elle va se caractériser de plusieurs points, notamment le gradient de température, donc la différence entre la température en bas de notre zone d'évolution et en haut de notre zone d'évolution, la quantité de chaleur qui est reçue par le sol, donc fonction de l'ensoleillement selon la nébulosité. Ça va être aussi caractérisé par la nature du terrain, des cailloux ne vont pas chauffer de la même façon qu'une forêt ou de l'herbe. La saison est également une de ses caractéristiques. Au printemps, en été, il n'y a pas la même quantité d'énergie qui est apportée par le soleil qu'en automne, en hiver, où il tangente un peu plus par rapport à la surface de la Terre. Donc la hauteur du soleil va jouer sur cette instabilité. L'heure, corrélée à l'orientation de la face, va également être une des caractéristiques de l'instabilité. En effet, à 10 heures, on ne va pas s'attendre à une forte instabilité en face ouest, alors qu'en face est, cela peut déjà être très instable. Afin de mesurer cette instabilité, nous allons donc aller sur le site météociel.fr et rechercher l'endroit où nous souhaitons voler. Ici VOREP. À VOREP, nous allons sélectionner le mode haute altitude afin d'avoir toutes les couches d'évolution qui nous concernent et également le modèle de prévision à maille fine à Rome. Nous y voilà. Nous nous intéressions tout à l'heure à vendredi 14 heures. Eh bien, nous allons avoir différentes températures qui sont indiquées ici sur le graphique. Les températures, le vent, ça résume pas mal des choses que nous avons vues déjà tout à l'heure. Alors, en fait, il faut savoir que sur Météo Ciel, la température donnée est celle à 2 mètres du sol, à cet endroit-là, la première température. Pour connaître l'altitude du sol, nous allons aller en bas de la page et nous voyons que la localisation de VOREP est à telle latitude, telle longitude, mais surtout à 251 mètres d'altitude. Ainsi, nous allons faire jouer un petit peu de calculatrice et nous voyons que si VOREP est à 251 mètres d'altitude plus les 2 mètres, nous sommes actuellement en train de mesurer la température à 253 mètres d'altitude. Donc à 14 heures et à 253 mètres d'altitude, il fera 22,1. Il nous faut également une valeur de température à une certaine altitude pour comparer la température en bas à l'atterrissage, mais au-dessus du décollage également. Ici, il y a le géopotentiel qui est en décamètres. Nous voyons qu'à Z800, à 14 heures, l'altitude sera de 1990 mètres. Il suffit de rajouter un 0 derrière vu que c'est en décamètres. Ainsi, à 14 heures, à 2 mètres du sol, il fait 22,1 et
au Z800, donc 1990 mètres, il fait 11,5 degrés. On va donc jouer avec notre calculette. Nous venons de voir qu'à 253 mètres d'altitude, il ferait 22,1 degrés. Tac. À 1990 mètres d'altitude, il fera 11,5 degrés. Ainsi, nous pouvons désormais calculer différentes choses. Déjà, nous voulons savoir quelle est la différence d'altitude entre notre point bas et notre point haut. Pour ce faire, rien de plus simple. 1990 moins 253, il y a 1737 mètres de différence entre nos deux points, soit environ 17 fois 100 mètres. 17 fois 100 mètres. Donc, 1700 mètres. Ensuite, nous voulons voir quelle est la différence de température entre le point bas et le point haut. 22,1 degrés moins 11,5. Faisons le calcul. 22,1 moins 11,5, ce qui nous donne 10,6 degrés d'écart. Bien, maintenant nous avons l'écart d'altitude, l'écart de température. Il nous suffit désormais de faire une division après ces deux soustractions. Nous avons donc 10,6 degrés que nous divisons par les 17 fois 100 mètres. Car la température en parapente, nous la mesurons par 100 mètres, c'est-à-dire combien la masse d'air perd de degrés tous les 100 mètres. Eh bien, faisons le calcul, 10,6 que nous avons déjà, divisé par 17, ce qui nous donne 0,62. Mais que faire de ce résultat désormais? Il faut savoir qu'une masse d'air peut être jugée stable ou instable en fonction du résultat au calcul que nous venons de faire. En dessous de 0,6, la masse d'air est jugée plutôt stable. Au-dessus de 0,6, elle commence à pouvoir être instable, d'ailleurs plutôt au-dessus de 0,65. Là, nous sommes un petit peu entre les deux. C'est donc à mettre en corrélation avec les prévisions que nous venons de faire avant. Nous sommes sur une face ouest, qui va avoir tendance à chauffer de manière plus homogène qu'une face est. En revanche, elle présente de grandes falaises. Si vous visualisez bien le site du Grand Rat à Vorep, le caillou chauffe facilement, d'autant plus que lors de notre prévision, nous avons vu que le soleil devrait être généreux et être visible durant la journée. Peut-être qu'un petit voile pourrait venir nous perturber. Ainsi, nous pouvons nous attendre à des déclenchements thermiques ce jour-là, mais potentiellement de faible intensité et avec assez peu d'instabilité au départ, à voir comment cela évolue au cours de la journée. Rien ne nous empêche de refaire le calcul à 17 heures afin de voir si ce gradient de température a évolué, reste le même ou au contraire s'amplifie et donc favorise l'instabilité. Maintenant que nous avons fait nos savants calculs, nous pouvons en effet confronter nos données avec celles de Météo Parapente afin de pouvoir avoir une idée du plafond et des couches potentielles de stabilité avec par exemple en rouge une instabilité de la masse d'air, en vert une instabilité conditionnelle donc soumise à la nature du terrain, à l'ensoleillement, à la saison, et puis en noir une couche d'air stable. Pour autant, vous voyez la couche convective passe quand même à travers cette couche d'air stable car la masse d'air, malgré qu'elle soit stable, peut tout de même avoir un réchauffement suffisant grâce à l'ensoleillement notamment ou à la nature du terrain et ainsi faire des déclenchements de bulles thermiques. Ensuite, on peut également aller sur le site de Vélivol pour aller sur leur partie hémagramme. Et donc là, on a différents hémagrammes qui sont représentés. Par contre, ils ne sont pas simplifiés comme celui de Météo Parapente. Donc, on peut faire notre propre interprétation. Ça peut être un petit peu plus précis aussi. On a une idée du plafond qui nous est donné. Par contre, du coup, si vous voulez apprendre à lire un hémagramme, il y a
sorte de tutoriel, une page qui explique comment marchent les magrammes et en tout cas les points les plus importants à repérer afin de se faire un avis sur la stabilité ou l'instabilité de la masse d'air. Concernant ensuite le cross, parce que là on parle d'une météo à un endroit donné, eh bien, quand on veut faire du cross, il va être important de régulièrement, de vallée en vallée, de massif en massif, de nature de terrain en nature de terrain, voilà, dès qu'il y a des modifications dans notre chemin, de faire des prévisions détaillées à chacun de ces endroits afin donc de se faire un tracé, une route et avec les différentes difficultés ou les différentes masses d'air que l'on va rencontrer qui peut strictement changer d'un massif à un autre avec des plafonds complètement différents, des vents différents, des brises différentes. Voilà, il faut être le plus exhaustif possible et d'ailleurs quand on recherche un site pour le vol, on va pouvoir s'aider du contexte général qu'on a eu au départ pour définir peut-être un secteur plutôt propice au vol. Et ensuite, on pourra affiner et trouver différents sites. Là, je me suis mis d'office sur le site de Vorep du Grand Rat afin de vous montrer une méthodologie de A à Z sur un site, mais il faut bien sûr être le plus exhaustif possible et aller regarder tous les sites autour de chez soi afin de choisir le meilleur ou en tout cas celui qui peut voler ce jour-là. Maintenant que l'on a abordé tous les points de notre prévision météo, on va pouvoir mettre en commun et donc résumer le point météo pour le 6 septembre 2024. Dans le contexte général, on a vu qu'on était plutôt dans un contexte de dépression qui ne facilitait pas notre prévision météo, mais également qu'il y avait un flux de sud plutôt important, notamment au-dessus de la basse-couche. Il y a également la frontologie que nous avons analysée et on a vu que pour ce 6 septembre 2024, on n'a pas vu de passage de front dans la journée du vendredi. Ensuite, au niveau du vent, nous avons vu que la brise de vallée ne s'était pas encore mise en place à 9 heures, qu'il y avait un vent faible de sud, voire pas de vent du tout. Ensuite, à 1500 mètres, on a 20 km/h de sud à cause de ce flux de sud notamment qui rentre, et à 3000 mètres, le sud est un petit peu plus important à 30 km/h. À 14 heures, le vent est faible de nord-ouest car la brise de vallée commence à se mettre en place et il y a 40 km/h de sud au-dessus de nous à 1500 et 3000 mètres. À 17 heures, la brise se renforce un petit peu, ce qui semble logique, avec 10 km/h de nord-ouest et du coup le vent de sud toujours présent en altitude, 40 km/h à 1500 mètres et 50 km/h à 3000. Au niveau de la nébulosité, à 9 heures, le soleil devrait briller avec un voile en altitude. À 14 heures, nous restons dans la même situation, mais le voile sera peut-être un peu plus épais à cette heure-ci. Et à 17 heures, le soleil devrait briller un petit peu plus et le voile devrait s'atténuer. Ensuite, au niveau de l'instabilité, à 9 heures, nous ne marquons rien car analyser l'instabilité sur une face ouest à 9 heures n'aurait pas de sens. Le soleil ne tape toujours pas sur la face, donc on ne risque pas de se mettre en l'air et de faire un vol thermique. À 14 heures, l'instabilité est conditionnelle entre 0,6 et 0,65. Donc selon la nature du terrain et l'ensoleillement, on verra si l'instabilité se met en place. Le plafond annoncé est d'environ 1100 mètres. À 17 heures, l'instabilité est faible, même si elle est un petit peu plus importante qu'à 14 heures, avec 0,65 environ. Le plaf monte un petit peu aux alentours de 1300 mètres. Alors la question qui nous intéresse maintenant, c'est est-ce que ça vole au Grand Rat le 6 septembre? Eh bien, il y a très potentiellement une possibilité de vol au Grand Rat. Il faut confirmer avec l'observation sur place. Le sud ne doit pas rentrer et le potentiel thermique sera à confirmer selon l'ensoleillement et l'épaisseur du voile qui est annoncé en altitude. Voilà le résumé du point météo pour le 6 septembre. Il faut savoir que je le fais en milieu d'après-midi. Pendant que je monte la vidéo, la météo a déjà changé, évolue au fur et à mesure. Contexte de dépression et de gouttes froides actuellement en France, ce qui fait que la météo et la chronologie des événements est assez difficile à prévoir. Et eh bien, cela reste une prévision météo, c'est-à-dire que
l'observation sur place sera le maître mot pour évaluer si, oui ou non, je peux me mettre en l'air au grand rat.